Amis youtubeurs, bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons dans le jardin du musée de Winterthur. Il fait en ce moment 31 degrés sur la ville de Zurich, enfin le canton de Zurich est environ, donc Winterthur, ce qui est inhabituel dans cette région. Alors, amis youtubeurs, je suis là avec un ami, un frère, un Africain, avec qui nous avions dans le passé vécu à Zurich. Nous y sommes pour une interview dans laquelle il va nous parler de lui, de ce qu'il fit ici avec nous à Zurich et de ce qu'il est maintenant. Bonjour frère. Bonjour monsieur. Ben, c'est un plaisir de te revoir. Alors, nous t'avons connu à l'orée des années 2000 ici à Zurich. Qu'est-ce que tu es devenu? En effet, j'ai vécu longtemps en Suisse, principalement dans le canton de Zurich. Et depuis 2014-15, j'ai décidé de rentrer au pays, principalement en Guinée, chez moi. Donc, qu'est-ce que je suis devenu? Pas grand-chose. Je suis depuis septembre 2015 au département de la Défense nationale et chef de la division du droit international du ministère de la Défense. Ok, nous allons y arriver. Alors, dis-nous un peu, l'ami, comment est-ce que tu t'es venu déjà, dans ces années-là, tu t'es venu déjà ici en Suisse, à Zurich? Comment tu t'es retrouvé en Zurich en quelque sorte? Très simple, à l'époque, j'ai rejoint mon père qui vivait donc, en Suisse. C'était dans les années 2000, donc début 2000. Donc, une fois à Zurich, j'ai été amené à apprendre d'abord la langue, puisque nous sommes dans un canton alémanique, donc il fallait apprendre la langue pour question d'intégration. Donc, après les cours de langue, j'ai décidé de poursuivre des études en Suisse. Donc, ce qui m'amena à l'université de Neuchâtel, principalement la faculté de droit. L'université de Neuchâtel, c'est-à-dire dans le canton français de la Suisse. Dans le canton français de la Suisse, voilà. effectivement. Donc, après 3 années à l'université de Neuchâtel, j'ai décidé de poursuivre mes études en France. Donc, à l'Institut des hautes études de défense nationale d'abord, ouais. Et à l'Institut des hautes études politiques de Paris. Alors, en ce temps-là, c'est-à-dire à l'orée des années 2000, déjà, peux-tu un peu décrire la situation des Blacks que nous étions ici? Comment était l'ambiance pour que toi tu puisses, comme ça, dans ce lot-là, sortir et poursuivre de grandes études? Bon, la situation des Blacks ou des Africains, je ne peux donc la décrire globalement. Je parlais de ma situation. C'est vrai que nous étions nombreux à l'époque ici, venant de tous les horizons, Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun, voilà, tout ce qu'on veut quoi. Donc, je pense que chacun avait déjà à l'époque son objectif. Donc chacun avait fait des choix. Nous nous retrouvions tous les week-ends dans des bars africains ou des maquis, bref, des endroits où des Africains se retrouvaient. Mais cela ne m'empêchait pas, moi, de continuer donc, sur mon chemin. Donc en ce temps-là, tu étais jeune, tu étais oui. vraiment jeune. Oui. Alors quand tu rejoignais ton père ici, quel âge avais-tu? Sauf erreur, j'avais donc 20 ans. 20 ans. Oui. Alors donc c'est pratiquement une adolescence que tu as passée ici à Zurich. En effet. Alors donc tu avais, on peut le supposer, déjà une culture occidentale. Alors qu'est-ce qui a bien pu pousser un jeune imbu d'une culture occidentale à vouloir comme ça retourner comment dirais-je, en Guinée que tu ne connaissais pas? Bon, je ne dirais pas que j'avais une culture occidentale. Donc moi j'ai fait mon bac en Guinée. Oui. Donc, j'ai toujours eu en tête, dès le bas âge,
Pour moi, l'Occident, c'était de venir faire des études et de partir. L'objectif n'a jamais été d'y vivre de façon éternelle, comme, je sais pas. Et ce qui a de plus renforcé cette conviction, c'est suite à mes différentes, comment dirais-je, aux différents cours que j'ai eu à faire de la Suisse à la France, passant par Bruxelles et tout. Et la conclusion était que je ne saurais être utile à 100% que chez moi. Ok. Voilà. Ok. Alors donc c'était vraiment une volonté d'être utile et dans ton pays. Alors et là comme ça tu vas prendre la décision de rentrer en Guinée. C'était en quelle année ça? Alors, rentrer en Guinée, c'est une décision que je mûrissais depuis les années 2010. Depuis les années 2010. Et quand est-ce que tu es rentré véritablement? Alors, véritablement, on peut dire que c'est en 2014. En 2014. D'accord. Alors, donc, c'était vraiment une décision personnelle et vraiment des risques en quelque sorte. C'était ça? Des risques? Oui, si on veut, parce que il n'y a jamais d'assurance, donc rien ne vous assure que lorsque vous partez au pays, que voilà, tout se passe comme vous le souhaitez. Ok. Alors là, maintenant, tu vas partir de la Suisse, tu vas arriver en Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé sur place? Alors que se passe-t-il? J'arrive en Guinée en 2014, c'était au mois de juillet, sauf erreur. Donc, première chose d'abord, c'est de prendre contact avec des amis qui sont sur place et ceux qui ont aussi accepté de quitter l'Occident, de rentrer, qui sont déjà installés, qui travaillent. Donc, m'acquérir de la situation sur place. Et ainsi, de là, il fallait décider, voilà, que fallait-il faire maintenant? Il y avait deux choix. Soit je partais dans le privé, parce que ma formation me permet aussi bien de travailler dans le privé que dans le public. Donc, soit de travailler pour l'État. Et j'ai fait le choix de travailler pour l'État. Ok. Alors, travailler pour l'État. Mais avant d'y arriver, quand même, voilà quelqu'un qui arrive en Afrique, qui arrive dans sa capitale. Quel était le contact avec la famille? Quel était le contact avec les amis? Comment est-ce que tout ce qui a contribué à ton accueil soit avant que tu te réfères maintenant aux autorités? Bon, d'entrée en matière, il faut retenir que je n'ai pas quitté tout d'un coup la Suisse en 2014 pour partir en Guinée. Déjà avant 2014, comme je le disais tout de suite, l'idée était là depuis, cette idée était là depuis 2010. Donc moi pratiquement depuis 2010, toutes mes vacances, je les passais en Guinée. Ah ok, d'accord. Ok. Je partais chaque année en vacances. Ouais. 1-2 mois minimum en Guinée, pour voir un peu. Voilà. Alors donc il y avait déjà une approche avec la famille, Avec il y avait la famille, un contact oui. avec l'environnement. Ok. Alors donc l'intégration maintenant, parce que là tu retournes pratiquement pour toujours. L'intégration se fait comment? Alors, peut-on parler réellement d'intégration pour nous ou pour moi? Je ne pense pas, parce que la prise de contact était déjà là depuis quelques années. Oui, mais donc, ça, c'était dans le cadre des vacances. Oui, même lorsque je partais pendant ces vacances, j'ai toujours été en contact avec les autorités locales, ceux que je connaissais en tout cas, et aussi des amis. Donc toute la question maintenant était de savoir quand est-ce que j'allais faire le saut, le grand saut. Ouais. Parce que c'est pas facile, il faut reconnaître que c'est pas facile de quitter ici et de repartir en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie, donc les mentalités ne sont pas les mêmes, les façons de réagir ne sont pas les mêmes. Bref, le contexte n'est pas le même. Et comment tu as pu gérer ça? Comme je le disais, ça, au fil des années, donc à chaque année, vous repartez en vacances, 1, 2, 3 mois, vous restez sur place. Vous essayez de comprendre comment les choses fonctionnent ici, comment les gens fonctionnent, comment ils réfléchissent. Et de là, vous commencez à faire déjà le choix et à vous préparer psychologiquement. Lorsqu'on vous dit en Afrique,
quelqu'un vous donne rendez-vous et qui vous dit, écoutez, retrouvez-moi au bureau demain à 10h. Nous, venant de la Suisse, nous sommes pointus sur l'heure, c'est la ponctualité. Alors, vous venez à 10h, le monsieur il n'est pas là. Voilà. Il vous reçoit peut-être à 16h. Ben voilà, ça c'est... Voilà. Il a fallu du temps pour gérer tout ça. Cette façon de vivre Ouais. à moi. Au début, vous ne comprenez pas que quelqu'un vous dise de venir à 10h et qu'il vous reçoive à 17h. Ou que il se peut que la personne ne vous reçoive même pas ce jour-là. Bon, Elle ne vous rappelle pas. elle vous dit donc vous revenez demain. Ok. Pourtant, la personne est là. Donc, ce sont des comportements typiquement, je sais pas, qu'on peut attribuer aux Africains. Chez nous, ça se passe comme ça. Ouais. Ça se passe dans beaucoup de pays Africains. Ouais. Donc, voilà. Les gens sont très occupés, les chefs sont très occupés. Donc, quand vous venez, même si vous avez un rendez-vous, vous êtes en but. On vous reçoit. On ne vous recevra jamais à 10h pile, comme ce serait le cas en Suisse. Parce qu'on voulait demain venir à 10h, venir à 10h, on vous reçoit. Mais en Afrique, non. Donc, il fallait déjà faire un travail sur soi-même, afin d'accepter ces genres de choses. Voilà. Alors, quand tu es arrivé, qu'il y a quand même un quartier dans lequel tu as vécu avant d'aborder les autorités, quel a été le contact avec les résidents? Le contact avec les résidents n'a jamais été réellement rompu, comme je le disais. Donc, à chaque retour au pays, je vis dans ce quartier jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été avec les gens du quartier. J'ai participé à... Mais tu n'es pas vu autrement? Non, parce que j'ai pas essayé de mettre en avant donc, ce côté... Mais est-ce qu'on le met en avant? Parce que non, ils ne le mettent pas. Les gens font la lecture de la situation. En ce qui me concerne, ce ne fut pas le cas. Parce que, comme je le disais, dès les années 2010, les années de retour où j'ai commencé à repartir, donc déjà, arrivé au quartier, et sachant que j'ai été longtemps absent et tout, j'ai participé à tout ce qui était, comme on dit chez nous, social. Donc j'étais le premier, donc quand il y a un baptême, il y a un mariage, bref, j'étais avec les gens. Je n'ai pas essayé de mettre cette différence ou cette étiquette voilà, de ce jeune homme qui vient de l'Occident, de la Suisse. Non, je suis avec les gens. Ok. Donc, maintenant, le contact avec les autorités. Et comment ça va se passer? Est-ce que là, il y a eu, comme les gens ont tendance à le dire, pour ceux qui y vont, disent que oui, les autorités, se croyant, ben voilà, se croyant à un niveau inférieur, sous-estiment ceux qui viennent d'ici. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Les autorités se croyant à un C'est-à-dire, par exemple, tu frappes à la porte d'un bureau, oui, et le directeur qui est là, qui sait que tu as vécu ici, ce directeur-là te sous-estime parce qu'il pense que toi, tu as une autre opinion de ta personne. Est-ce que c'est comme ça? bon, personnellement, je n'ai pas vécu ce genre de situation. Ce que je peux dire, c'est que tout dépend de la personne qui est face à vous, à qui vous avez affaire. Ouais. Parce que n'oubliez pas que vous avez beaucoup de cadres africains, guinéens, ivoiriens, Ça c'est clair. qui ont étudié en Occident, Ouais, ça c'est clair. et qui sont aujourd'hui en fonction. Ah ouais. Donc, ça dépend à qui vous avez affaire. Lorsque, en général, vous avez affaire à quelqu'un qui a donc, ce genre de background, qui a fait l'Occident, qui a fait, je sais pas, des stages ici, qui est venu, qui est sorti, le contact est plus facile. Par contre, lorsque vous tombez sur des gens, il y a des cadres qui n'ont jamais quitté le pays, qui ont toujours été dans l'administration locale ou nationale, donc, qui n'ont même jamais effectué de stage à l'étranger. Ouais. Donc, qui ont une autre façon de réfléchir ou de voir les choses. Donc, avec ce genre de ces- personnes, Oui. le contact est plus difficile. Ah ben voilà, justement. C'est plus difficile. Parce qu'au début, nous sommes vus comme des. Voilà. On était des diaspos souvent. Non, ce sont les diaspos. Voilà. Et moi, je répondais toujours aux gens qui disent non, ce sont les diaspos. Oui, j'assure le fait d'être un diaspo. J'assure. Mais aujourd'hui, quelle est la transition entre générations? C'est-à-dire ceux qui occupent aujourd'hui les bureaux en Afrique. C'est des vieux ou c'est des jeunes? Parce que les gens disent souvent que les vieux refusent de En ce qui partir. concerne la Guinée, Ouais. il faut reconnaître que depuis 2010, il y a eu
beaucoup de changements ou une énorme évolution à ce niveau. Vous avez beaucoup de jeunes cadres dans l'administration qui ont, voilà, mon âge, qui ont entre 35, voilà, je dis pas jeune, mais c'est des adultes. On a même eu des ministres, la plus jeune ministre chez nous avait 29 ans. Vous avez des ministres aujourd'hui qui ont 40 ans. Cette transition a été faite sur révolution, mais sur volonté. Cette transition est venue d'une volonté politique de l'actuel chef de l'État qui, voilà, à son arrivée au pouvoir, sauf erreur, en 2010, a décidé de rajeunir l'administration. En essayant de mettre des jeunes cadres à des postes clés aussi, voire même nommer des jeunes ministres. Et nous continuons aujourd'hui à aller dans cette allure. Parce que vous avez des jeunes ministres, comme je vous le disais, qui ont aujourd'hui entre 36 et 40 ans. C'est jeune pour le ministre en Guinée, enfin en Afrique. Il y en a plein qui ont d'autres postes dans l'administration aussi, à part les postes de ministre. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres. Alors, donc, voilà que tu arrives et comment est-ce que ça s'est passé? C'est par un concours que tu as été admis à la fonction publique ou voilà, c'est le porte-à-porte, à frapper aux portes complet? Non, ce n'était pas par un concours. Je n'ai non plus pas réellement fait de porte-à-porte. Donc, tout est parti d'un projet. J'étais porteur d'un projet de recherche. En 2014, parce qu'après mon 3e cycle à Paris, à l'école des hautes études internationales, je me suis inscrit en thèse. C'est un programme doctoral de l'école des hautes études internationales de Paris. Et j'ai décidé de faire un sujet sur mon pays, sur la Guinée. Et je suis venu avec ce projet. Tu es allé là-bas avec ce projet? Je suis entré avec ce projet en main. C'était, voilà, ce que j'apportais. Parce que, comme je le dis, n'espérez pas que vous partiez en Afrique aujourd'hui, qu'on vous donne tout parce que vous êtes venu de la Suisse, ou que vous avez étudié en Chine, ou vous êtes sorti de la Sorbonne. Non. Voilà. Donc il faut être porteur d'un projet. Il faut être porteur de quelque chose. Voilà. Vous n'êtes pas le seul. Il y a plein de gens qui ont fait des études comme moi ou comme vous. Il y a plein. Vous êtes des cadres en Afrique aussi, bien formés. Voilà. Parce que nous pensons souvent que lorsque nous venons de l'Occident, on devrait tout de suite nous prendre en charge de tout. Non, c'est faux. Rien ne se passe automatiquement. Je pense qu'il faut être porteur d'un projet comme moi je l'ai fait et se battre, croire dans son projet. Voilà. Alors, donc, tu étais porteur d'un projet. Et voilà, comment ça s'est passé? Alors, j'arrive avec mon projet de thèse. Je cherche à rencontrer le ministre de la Défense. Donc, ça n'a pas été facile. Ben voilà. Voilà. Parce que c'est un domaine quand même assez stratégique. Voilà. Donc, ça relève vraiment de la présidence. C'était aussi du jamais vu que quelqu'un vienne avec un projet qui veut jusqu'au ministère de la Défense. Faire un stage au ministère de la Défense. Donc, voilà, j'ai fait des lettres, la lettre a transmis au ministre. J'ai attendu. Attendu, 2, 3, 4 mois. Voilà. 2, 3, 4 mois. Il faut attendre parce que c'est ça aussi la fête. Il faut être patient. Parce que si vous partez au bout d'un mois ou 2 mois, vous êtes écouté de toute façon, je n'ai dit là-bas, c'est pas possible. Vous perdez la foi et la confiance que vous avez même en vous. Et moi j'ai dit non, il faut attendre. Tout en partant de temps en temps au ministère, demander, rencontrer le chef du cabinet et tout ça, et essayer de me familiariser un peu avec le milieu. Voilà, au bout du fil. Mais c'est quand même là, ce chapitre-là nécessite un peu une compréhension. Alors, tu as déposé, disons, au cabinet du ministre, disons, ton projet, n'est-ce pas? Et de temps en temps, tu y allais te familiariser avec... C'est dit que tu connaissais déjà le milieu. Je ne connaissais pas... Parce que c'est quand même inhabituel, ce genre de choses. Non, mais
comme je vous le disais au début, il y a un début à tout. Nous ne pensons pas que tout est fermé, parce que même ici, on a été parfois confronté à certaines situations où les Africains ou les Noirs se disent non, c'est pas possible. Moi j'y crois, parce que je n'avais jamais connu le circuit administratif d'un dossier en Afrique. C'était la première fois que je vienne, je demande, parce que tout le monde peut aller déposer un dossier ou un courrier dans un ministère, quel que soit le ministère, même à la présidence. Déposer un courrier et on vous donne un numéro de dossier. Ça c'est clair. Donc, à vous de prendre le numéro de dossier et vous suivez le dossier. Si vous ne le suivez pas, peut-être que le secrétariat le mettra, je ne sais pas où, ils ne le feront pas suivre, donc vous suivez. Et donc, moi, je ne connaissais pas le circuit. Lorsqu'on m'a remis le numéro de mon dossier, je l'ai conservé. Et puisque c'était un secrétariat, j'ai demandé au secrétaire, mais comment ça se passe? Il m'a dit, bon, voilà la procédure. Nous allons, le dossier a été numéroté, on va transmettre, ça va suivre la hiérarchie. Le secrétariat, ça monte sur le chef de cabinet, après le directeur de cabinet, sur le ministre. C'est comme ça que chaque autorité fait une annotation. Et le projet il était clair et précis. J'ai décidé de travailler sur le rôle de l'armée guinéenne dans la stabilité politique en Guinée, de 58 à nos jours. C'est 58, voilà, 58 à nos jours. L'année d'accession de l'indépendance de la Guinée. Et vu le rôle joué par l'armée guinéenne, avec tout ce qu'on a connu, la dernière chose que nous avons en mémoire, c'est l'avènement du CNDD ou le coup d'état du CNDD en décembre 2008, suite au décès du général Lansana Conté, donc l'armée qui revient au pouvoir. Sans oublier qu'en 1984, précisément le 3 avril, l'armée a repris le pouvoir en Guinée suite à un coup d'état à la mort du on va y arriver. Voilà. Alors, donc, le dossier est déposé et de temps à autre, tu pars au ministère. Je pars au ministère, étant convaincu que ce projet attira l'attention des autorités, parce que jusque-là, c'est pour cela que j'ai évoqué ces différentes périodes que je viens de citer là de l'histoire de la Guinée. Et on venait de sortir d'une transition encore militaire. Pour la première fois, nous avons un pouvoir civil légalement élu suite à des élections en Guinée. Pouvoir civil. Cohabitation militaire et civile où la relation civilo-militaire était en jeu. C'était la question, c'était à l'ordre du jour. D'où, pour moi, la nécessité de mener une réflexion aujourd'hui sur le rôle crucial de cette armée dans la stabilité politique. Parce que certains m'ont fait le reproche, non, il faut plutôt dire dans l'instabilité. Je dis non, dans la stabilité politique. Parce que j'avais déjà effectué des recherches et j'avais eu des entretiens avec certains hauts cadres, civils et militaires, afin d'essayer de comprendre pourquoi et comment sommes-nous arrivés à cela. De 58 à nos jours. Mais il y a quand même un paradoxe, parce que, bon, les études que tu as faites à Paris, ces études militaires-là n'ont pas fait de toi un porteur de la tenue militaire. Non, il faut dire que les études que j'ai faites à Paris, c'est... Quand vous allez à l'école des hautes études internationales de Paris, vous avez 3 ou 4 options. Moi, j'ai choisi l'option études diplomatiques et stratégiques. Dans les études diplomatiques et stratégiques, vous avez, comme le nom le dit, stratégique, une partie études stratégiques qui vous conduit à l'école de guerre de Paris. On appelait à l'époque le CID. Donc aujourd'hui, toi, tu es vu comme un officier de l'armée ou un collaborateur de l'armée? Non, je suis vu comme un haut cadre du ministère de la Défense, spécialisé sur les questions de sécurité et de défense nationale et de droit international public. Alors, donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, finalement, moi je reviens sur de temps en temps, donc c'est de voir le chef de cabinet, les autorités militaires, discuter. J'ai déposé un dossier, on me demande mais ça parle de quoi? Parce que souvent les gens ne se souviennent pas forcément de ce que vous avez déposé. Donc, d'où l'intérêt pour vous, si vous tenez à votre projet, de poursuivre. Chercher à savoir où est le dossier. Rencontrer des gens, écoutez, voilà le dossier. Ah, mais on me dit, le dossier, il est parti. Oui, c'est le chef de cabinet. Ah, mais c'est monté sur le directeur de cabinet tel jour. Bon, finalement, on me dit, le dossier est sur la table du ministre. Vous attendez.
Les dernières étapes, là où ça se décide. Ouais. Suite aux annotations, bien sûr, des différentes autorités subalternes, c'est-à-dire le chef de cabinet, le directeur de cabinet, voilà, tous ceux qui ont eu accès au dossier. Donc, on fait des annotations. Donc, le dossier maintenant cheminait approximativement vers les 3 ou 4 mois, n'est-ce pas? C'est ça, la durée, ok. C'est ça. Mais okay. Il n'était pas perdu, il était là. Parce que souvent on se dit dans l'administration, lorsque vous déposez un dossier, il se peut qu'on vous dise que le dossier est perdu. Ça arrive en Afrique. C'est un choc pour nous, pour vous et moi. Ouais. Bon. Quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous reconstituez le dossier et ramenez. Ok. Alors, amis internautes, nous sommes la première partie de notre émission. Nous reprendrons la deuxième partie de cette conversation qui est vraiment intéressante et importante. Nous nous retrouverons. À bientôt. Merci. Amis de YouTube, nous sommes de retour à l'antenne dans la continuité de cette intéressante causerie que nous avons avec notre ami. Mais tout à l'heure, tu n'étais pas présenté aux youtubeurs. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Keita Lanciné. Ok, alors Keita Lanciné, nous étions au fait que voilà, le dossier était sur les bureaux du ministre. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que un jour, je reçois un coup de fil, on m'appelle. Voilà. Et quel a été le sentiment ce jour-là? C'était avec le ministre même ou avec le secrétariat? C'était le secrétariat. Oui. Donc, qui m'a fait appel. Le ministre avait accepté un projet de thèse. Et j'avais été officiellement accepté au ministère de la Défense comme stagiaire. Et l'acte qui m'acceptait m'affectait aussi dans une direction, un département bien déterminé qu'on appelle le CTS, autrement dit, le Comité technique sectoriel de la défense. C'est, si l'on veut, un peu le centre d'études et de recherche donc, de l'armée. Donc, on m'a mis à la disposition donc, de ce comité. C'est au sein de ce comité que j'ai commencé à effectuer mes recherches. Donc tes quartiers étaient au ministère de la Défense? Oui. Ok. Ouais. Ok. Alors, donc, maintenant le contact avec les militaires, avec ces officiers, ça se passait comment? Alors, il faut faire très attention lorsque vous travaillez dans un milieu donc, aussi sensible. Parce que l'armée a son langage et voilà. Son code. Donc, ce sont des choses auxquelles vous devez beaucoup prêter attention aussi et essayer de vous imprégner de cela. Alors, au moment où tu arrivais en Guinée, quelle était cette ambiance-là entre l'armée, l'État et le peuple? Bon, on sortait, comme je le disais, une transition militaire. Donc, il y avait encore une certaine méfiance entre civils, militaires et tout. Donc, les projets de réforme qui ont été mis en place, pas seulement en Guinée, c'était presque dans toute l'Afrique. Partout il y a eu des tensions, des crises ou des conflits. Donc on a essayé un peu de faire ce qu'on appelle une réforme des services de sécurité et de défense. Donc nous étions en pleine réforme et une partie de la réforme mettait l'accent sur les relations civilo-militaires. Afin qu'il y ait donc, un retour de confiance entre l'armée et son peuple. Donc, la venue de cadres civils aussi au sein d'un tel département s'y prêtait à l'époque. On ne dit pas, voilà, l'armée ça a toujours été donc des fouteurs de merde, tout le monde, c'est faux. Donc
c'était aussi un peu cela. Nous étions dans une structure qui n'a en réalité jamais accueilli le cadre civil. Et on essaie donc, de travailler avec eux et de se faire mutuellement confiance. Parce qu'il y avait vraiment une méfiance, une armée, donc les civils et les militaires. Voilà. Alors, les problèmes militaires étant des problèmes stratégiques, nous allons revenir un peu au niveau de la population guinéenne. Pour quelqu'un comme toi qui a passé de nombreuses années ici en Suisse, as-tu le sentiment aujourd'hui que voilà, ça va bien en Guinée, ça ne va pas tellement bien dans tous les pays d'Afrique, mais tu as le sentiment qu'aujourd'hui quelque chose a été réalisé? J'ai pas le sentiment que c'est pas une question de sentiment. La Guinée évolue à son rythme, tout comme chez vous en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc j'ai pas trop l'intention de m'attarder sur ce genre de questions qui relèvent à mon avis. Oui, justement, c'est parce que nous allons apporter un peu au problème. Mais je dirais que la Guinée, oui, elle évolue. Elle évolue, il y a des changements. On ne peut pas nier que voilà. Depuis 2010, rien n'a été fait, qu'on est tous toujours au même niveau. Non, mais voilà, faites un tour en Guinée. Donc, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas l'intention de m'attarder dans voilà, ce débat justement, justement, c'est parce que, oui, bon, pour un stratège militaire, c'est vraiment pas conseillé. Mais la question t'est posée en tant que quelqu'un qui a vécu parmi nous, qui nous a laissés ici. Et aujourd'hui, par exemple, nous qui ne connaissons pas, qui ne connaissons plus l'Afrique dans son évolution actuelle, sommes un peu pessimistes. Je pose cette question parce qu'aujourd'hui, tu vas interroger un jeune Guinéen en Guinée, comme l'interview que j'ai eue la dernière fois, ils ont dit rien ne marche. Tout le monde veut venir en Europe. C'est sur ce domaine-là que je pose la question. Vous savez, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui voudront que rien ne marche. Certains voudront que non, tout va bien. Okay. Je suis quelqu'un de responsable, raisonnable et aussi logique. Vous voyez, la Guinée d'hier n'est pas la Guinée d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, malgré la crise et tout. Donc, lisez entre les lignes. Je n'ai pas ce discours de ceux qui sont partisans de nihilisme, de tout nier. Non. Il y a des choses qu'on a réalisées et nous sommes en train, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il faudrait que chacun y mette quelque chose. Il y va de la responsabilité de chacun. En d'autres termes, les États africains sont en évolution par rapport à ce qu'on entend, parce qu'il y a quand même chaque jour pratiquement. Il y a des bateaux remplis d'immigrants qui traversent la Méditerranée. C'est justement, c'est sur cette question-là que je voulais... Oui, vous savez, l'immigration aujourd'hui est un grand problème pour nous en Afrique. D'ailleurs, ça fait partie de cette assiette qu'on a dénommée le Forum de Dakar. Je ne sais pas si vous avez suivi en décembre passé. Il y a un forum sur la paix et la sécurité à Dakar. C'est un forum informel, parce que ce sont des spécialistes ou des chefs d'État qui se racontent. Il n'y a pas de prise de décision en tant que telle qui oblige des gens ou des États à faire les choses. Mais on discute, on débat. L'immigration fait partie aujourd'hui des défis majeurs de l'Afrique. Voilà. Parce que beaucoup pensent que la réussite ne s'obtient que de là, en Occident. Il faut partir. Voilà. Certains sont que dans cette optique. Mais ces gens, je dis souvent aux gens en Afrique, vous oubliez une chose, ce que vous refusez de faire, par exemple, comme boulot ici en Afrique, vous le faites là-bas. Voilà. Personnellement, j'ai fait toutes sortes de boulots ici en Occident quand je suis étudiant. Voilà. Ouais. Et vous, on vous dira demain, chez vous, en Guinée ou en Côte d'Ivoire, écoutez, venez nettoyer la gare, vous refuserez. C'est clair. Parce que vous estimez que, oui, vous êtes peut-être sorti de l'université, il faut absolument travailler dans un bureau. Non. Mais une fois ici en Occident, vous oubliez cela. On vous dit d'aller nettoyer la gare de Zurich ou de Genève ou de Montparnasse. Vous allez le faire. Il y a obligation de vie, de survie. Voilà. Donc il y va de la responsabilité de chacun. Et je repense souvent aux gens en Afrique. C'est-à-dire que nous manquons d'initiative. Les gens, les jeunes manquent d'initiative souvent. On pense qu'il faut absolument partir. Absolument partir. C'est vrai que c'est pas facile. Je ne dis pas que non, écoutez, tout est facile. Non, c'est faux.
l'Afrique a ses réalités. J'ai aussi été confronté à pas mal de choses quand je suis arrivé en Afrique. Qui m'auraient, je sais pas, qui auraient pu faire que bon, je lui dis, écoutez, ça suffit, je m'en vais. Voilà, c'est impossible. Parce que j'ai abandonné ma famille, je suis parti. Voilà. Mais il faut croire. Il faut pouvoir y persévérer. Lorsque vous sortez dans les quartiers aujourd'hui en Afrique, le matin, les gens sont assis dans les quartiers. Les jeunes qui disent qu'ils ont fait des études, je sais pas, les gens sont désœuvrés. Voilà. Mais je me dis, d'une part, ils sont responsables. Ah ouais? Mais oui, comment? Oui. Je donne un exemple. Moi, dans mon quartier, je vois des jeunes qui me disent, j'ai fait droit. Ou certains qui me disent, j'ai fait médecine et tout. Ouais. Bon. Je me dis, quand vous avez fait médecine, aujourd'hui en Afrique, quand vous avez fait du droit, restons dans le cadre de la médecine. L'Afrique a besoin de ses compétences. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'État vous embauche. Ouais, quelqu'un qui a fait la médecine, à ton avis, comment est-ce qu'il peut se prendre en charge sans l'aide, la contribution de l'État? D'accord, mais faites des projets. Ce n'est pas en restant à la maison assis tous les matins. Donc, des projets écrits, n'est-ce pas? Faites des projets. Oui. Ne restez pas toujours à la maison. Oui. Parce que le matin, les gens sont là dans les quartiers, dans les cafés. Ça débat que de l'actualité politique du pays. Ouais. Mais ce mec ne se lève pas, il n'ira jamais en ville, au centre-ville de, je sais pas, en Côte d'Ivoire par exemple, à Cocodou, je ne sais où, au plateau, oui. Faire des démarches pour avoir un boulot. Non, il attend que tout tombe du ciel. Non, mais ça ne tombera pas du ciel. Non. Ouais. Lève-toi le matin, c'est comme ici, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais trouvé de boulot étant à la maison en Suisse. Non, il faut sortir. Il faut écrire des CV. Ça, c'est clair. Il faut passer des coups de fil. Ça, c'est clair. Il faut sortir. Ça, c'est clair. Mais quand vous ne sortez pas du quartier, vous êtes assis. Le matin, il faut aller dans le café, chercher à boire du café et discuter de l'actualité du pays. L'après-midi, vous discutez de l'actualité du pays. Vous ne sortez pas. Ouais. 1 an, 2, 3, 4, 5, 6 ans, vous les apprenez. On ne peut plus vous employer. Okay. Et nous attendons tout de l'État en Afrique. Tout de l'État. Parce que tous ceux qui sortent ou qui ont des qualifications attendent d'être des fonctionnaires. Tout le monde. Parce que l'État est responsable de tout en Afrique, au fait. C'est ce que j'ai constaté. L'initiative privée, elle est comme ça. La plupart des gens aujourd'hui qui ont réellement investi, à part certains grands commerçants qu'on a connus depuis que nous étions petits et tout, mais beaucoup de Guinéens de l'étranger sont rentrés, ils ont investi. Mais pourquoi ce retour au pays? Parce que certains comme nous avions compris. Mais que dans ce schéma-là, quelle peut être la contribution de la diaspora, enfin, la diaspora qui est retournée comme toi, ceux qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette jeunesse-là comme langage, comportement? C'est d'abord y croire en soi-même. Croyez en vous et ayez confiance en vous. Non, ma question est que, pour nous, par exemple, comme toi, tu es rentré en ce moment, qu'est-ce que tu leur apportes comme changement? Qu'est-ce qu'ils voient en toi qui les pousse à rester, à savoir que quelqu'un qui a vécu là-bas où on veut aller et retourner, qu'est-ce qu'il voit en toi? Il faut quelqu'un qui a réussi, il voit en toi et l'image de quelqu'un qui a réussi là-bas et qui est retourné. Oui, il faut, à ce niveau, il y a deux types deux catégories de personnes en Afrique. Selon, si vous voulez, deux visions différentes des gens comme nous qui rentrent en Afrique. Vous avez des gens qui ne rêvent que de l'Occident et qui vous voient venir de là-bas, qui se disent que non, si vous êtes rentré, c'est parce que vous avez échoué là-bas. Ok. Ça, c'est... Il y a des gens comme ça. Vous avez des gens qui sont fiers et qui acceptent de voir des Africains ou des Guinéens ou des, je sais pas, des Ivoiriens retourner au bercail. Apporter, ne serait-ce que cette infime partie de leur savoir-faire. Mais attention, je lui dis attention, ne vous dites pas, encore une fois, que parce que je viens de la Suisse ou des États-Unis, du Canada ou du Japon, je ne sais pas quoi, que vous serez traité comme un roi. Non. Non. C'est à vous de vous battre une fois là. Vous préparez le retour, ça ne se décide pas. Vous ne vous levez pas aujourd'hui et dites demain non, moi je vais en Côte d'Ivoire en Guinée. Non. Vous préparez le retour, vous acceptez les réalités du pays. Qu'est-ce que, dans ce cas-là maintenant, qu'est-ce que toi qui as vécu parmi nous, quel conseil tu donnes à ceux qui sont encore hésitants à rentrer? Qu'est-ce que tu nous dis? Hésitant, pourquoi?
je ne sais pas, mais je dirais aux gens, n'hésitez pas. Hésitant, par exemple, sur le fait qu'après peut-être 15 ans ou 20 ans, on s'est dit que comment est-ce que je vais vivre encore là-bas de nouveau, comment je vais m'adapter, comment je vais m'intégrer, si je manque de ceci, cela, comment est-ce que, dans un premier temps, parce qu'il faut gérer les premiers 6 mois, mais la première année. Dans ce que je disais, que vous préparez cela. Ouais, comment j'ai les 6 premiers, les 6 premiers mois ou la première année ou tout, ça vous préparez. Bon, habituellement, l'Afrique, bon, par exemple, pour quelqu'un, je ne sais pas comment tu l'as fait en Guinée, mais je sais que là-bas, c'est la famille est importante et on vit en communauté. Alors, pour quelqu'un qui part de la Suisse, qui arrive parmi les siens, comment est-ce qu'il gère tout ça, c'est-à-dire l'alimentation? C'est un pour tous ou bien voilà, tu es enfin, seul comme ça se passe ici. Tu manges seul, tu dors seul. Et voilà. Ça dépend d'où tu vis. Ouais. Personnellement, je ne vis pas autour de 10, 20, 30 personnes. Mais ils ne viendront pas te voir des villages, tout ça? Non, je n'ai pas connu ce genre de situation personnellement. Voilà, ok. Parce que c'est la situation de plusieurs personnes. Voilà, ça dépend. Je n'ai pas connu ce genre de situation où des gens viennent du village. Non, je n'ai pas connu cela. Ouais. Oui. Mais d'abord, c'est une décision personnelle de rentrer. Mais l'autre question que moi je m'étais toujours posée avec le temps, après près de 16-17 ans passés en Suisse et tout, j'ai travaillé en Suisse. Ouais. Et j'ai eu à avoir des expériences à l'étranger aussi, au niveau de stage et tout. À un moment donné, je me suis dit, dans 2, 3, 4, 5 ans, à l'époque, c'était quoi, en 2013-14, après le retour de la Guinée, j'ai vu des amis qui ont accepté de rentrer en Guinée depuis 2012, 2010 et tout, qui avaient réussi à s'intégrer dans le système. Et que je voyais, qui sont aujourd'hui devenus, pour ne pas dire des dirigeants du pays, mais qui sont des hommes incontournables, vu leur âge et tout. Qui nous disaient à l'époque, écoutez les gars, venez, nous on venait en vacances, mais non, on ne peut pas rester. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient, parce qu'on avait du mal à accepter quand même certaines choses. Bon, voilà, on n'était pas prêts. Psychologiquement, il faut se préparer. Alors, quand vous revenez en Suisse, et que vous, demain, après-demain, je sais pas, vous êtes assis dans votre salon, vous allez sur Abidjan Net ou Guinée News, vous voyez qu'il y a aujourd'hui un décret qui est passé de nomination. Il y a un ami d'enfance ou je sais pas, un promotionnaire à vous qui a été nommé, je sais pas, ministre du conseil, je ne sais quoi. Bah, vous commencez à vous poser des questions. Et si j'avais été en Guinée, et si j'étais parti, peut-être que j'aurais aussi eu la même promotion. Mais étant ici, comment voulez-vous avoir une promotion au pays? Étant ici, comment voulez-vous réellement agir votre pays? Comment voulez-vous participer, même pour ceux qui ont des ambitions réellement politiques? Parce que le constat pour moi, c'est que tout se passe là, sur le terrain, comme on dit en Afrique, ça se passe là, sur le terrain. Alors, en d'autres termes, aujourd'hui, tu es intégré là-bas. Je ne dirais pas que je suis intégré, je suis chez moi. Parce que moi, je pense qu'on ne s'intègre chez soi, on ne s'intègre pas. Et venant d'ici, on ne s'intègre pas, c'est chez moi. Il faut accepter. Donc, d'abord, ce mode de vie à l'africaine, cette conception de l'administration ou de ce savoir-faire à l'africaine, comme l'exemple que nous avons donné tout de suite, les rendez-vous. J'ai eu à faire des expériences. J'ai reçu des amis il n'y a pas longtemps à Conakry et tout. Voilà, ils étaient impatients. J'ai dit, écoutez les gars, ici, patientez. Si monsieur vous dit à telle heure, acceptez. Même si vous reçoit à 19h et qu'il vous a dit de venir à 10h, les gars, ce sont les réalités du terrain. Parce que vous ne pouvez pas changer cela. Par contre, si vous ou moi, je suis peut-être un jour à la place de ce monsieur, je connais la notion du temps. Si je vous dis, monsieur Banamo, venez à mon bureau, rendez-vous à 10h, je sais qu'à 10h, j'ouvre la porte, monsieur rentre. Parce que j'ai cette conception. Tout le monde, tous les cadres ou toute l'administration ne se comportent pas comme ça. Mais il y a une partie où la majorité se comporte de cette façon. Vous avez des gens qui respectent ou qui vous rappellent même.
Ah, monsieur, vous avez rendez-vous, vous n'êtes pas venu. Vous êtes au bureau, ok. Vous êtes dans la salle d'attente, d'accord. Voilà, c'est des choses qui sont difficiles pour nous à comprendre ou à accepter. Le reste, ce sont les réalités de l'Afrique, la vie à l'africaine. Alors, depuis ton départ, nous nous sommes aperçus que lorsqu'on ne te voyait pas, mais de temps en temps, on te voit quand même en Suisse. Alors, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui t'amène très souvent? Ma famille. Ok. J'ai encore ma famille ici. Ta femme et tes enfants sont encore en Suisse. Voilà. Okay. Alors, quels sont tes projets et d'avenir maintenant par rapport entre l'Afrique et la Suisse surtout? Comme ça, je parle. Je parlais du projet ou d'avenir en Afrique. En Afrique, voilà. Okay. En Afrique. En d'autres termes, tu nous invites à retourner. C'est ce que je conseille à chacun de repartir. Mais, je dis bien mais, vous ne pourrez pas faire ce grand saut ou ce saut quand vous n'êtes pas psychologiquement d'abord préparé à ça. Ben voilà. Il faut prendre le temps. Alors à la caméra, je vais vraiment avouer ce que tu viens de dire. Il nous est arrivé d'être ici avec des amis, d'avoir pratiquement tout fait. Et on a souvent un pincement au cœur de voir cela évoluer là-bas, être des ministres, tout ça. Bah, on est choqué, mais en même temps, on est habité par cette peur de faire le premier pas. Et je pense que tes conseils ont été très utiles pour ceux qui verront encore cette vidéo, surtout à la jeunesse africaine, à tous ceux qui ont vécu, qui vivent ici encore, qui sont là depuis, pour lesquels certaines affaires ne marchent plus, mais qui ont peur de faire le pas. Je pense que ta vidéo sera très utile. Alors, tu as un dernier mot à adresser? Oui, je reviendrai encore sur voilà, cette peur, cette phobie, je sais pas, du pays. C'est cette phobie, justement. Il est clair, voilà, il est clair que tout le monde ne peut pas repartir au pays. Ouais. Non, ça je dis pas que non, levez-vous tous, non. Mais parmi nous, certains sont intégrés aussi dans le système. Dans le système, alors qu'ils restent. Voilà. S'ils estiment, c'est une question de conviction. Voilà, c'est ça. Malgré moi, mon intégration dans le système, et je le dis, si c'était à refaire, je refais la même chose. Je ne regrette pas d'être reparti. Ouais. Parce que la fonction que j'occupe aujourd'hui au sein du département de la Défense, je ne l'aurais jamais occupée en Suisse ou en France ou ailleurs. Ouais. Jamais. Ouais. J'ai eu l'occasion, lors de mes différentes missions, d'être reçu au ministère de la Défense française, par exemple, et tout, et de discuter avec des gens. Et voilà. Et je n'ai pas eu cette occasion ici. Moi, c'était ça mon ambition. Ouais. C'est tout ce qui m'a poussé, d'où cette conviction que non, lève-toi, vas-y. Parce que je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'avais le sentiment que je n'ai pas été plus loin que cela. Non. Je vais être administrateur, je ne sais pas, chez moi ou au cadre de l'État, et je n'ai eu cette occasion que chez moi. Je ne connais pas de haut cadre de l'État ici, parmi nous. Je n'en connais pas. Non, l'État, non. J'en connais pas. Il y a plein qui sont dans le domaine privé, qui évoluent très bien. Félicitations à eux. Je ne citerai pas de nom. Voilà. Voilà. Et moi, ma conviction, mon truc, c'était l'État. J'ai travaillé longtemps dans le privé aussi, en Suisse, dans pas mal de grandes institutions, avec certains Ivoiriens qui sont encore aujourd'hui en poste et tout. Mais la solution, pour moi, la finalité, c'était quoi? C'était ce tombe d'État dont je rêvais. Parce que vu mon cursus et tout, ce qui m'a même amené l'année passée à revenir sur les bancs en France, à l'ENA. Au mois de juin, voilà, j'ai achevé mon cursus à l'ENA l'année passée. Pour moi, c'était ça. Ce tombe d'État dont tu veux devenir, il faut repartir chez toi. Mais si vous n'avez pas cette conviction ou c'est pas ce genre de décision ou de souhait, et que vous vous plaisez ici, restez. Restez. Mais moi, ça, au fond de moi, comme tu viens de le dire, rester à la maison un jour devant la télé, voir qu'un ami, je sais pas, est nommé ministre ou je ne sais quoi, non, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, voilà, j'aurais pu avoir les mêmes conditions ou la même chose que lui, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là. C'est un sacrifice à faire. Parce que moi, j'ai laissé la famille, je suis parti. Mais n'oubliez pas que ceux qui sont restés aussi, qui se sont battus,
ont accepté beaucoup de choses. Les réalités de l'Afrique et tout. Quand vous partez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez des hommes qui sont dans le système, à qui vous êtes obligé de faire recours. Quand vous avez des, je sais pas, des problèmes ou je ne sais quoi, voilà, vous appelez un ami, écoutez, voilà. Et moi, j'avais cette conviction que je ne veux pas traîner derrière des amis ou des connaissances. Non. Qu'il fallait que je sois moi-même, que je me batte à être donc dans une situation, une position qui permettrait que je débloque mes propres affaires, que je fasse ce que je veux, mais dans la légalité. Voilà. Parce que l'Afrique, vous savez ce que c'est. Quand vous venez en vacances, aujourd'hui, à l'époque quand j'allais en Guinée, tous mes amis que j'ai laissés sont dans l'administration ou dans le privé, ils n'ont pas le temps. Vous appelez quelqu'un, écoutez, bon, passe à mon bureau, il te fait comprendre que non, ici c'est nous. C'est très bien. Toi, tu es venu en vacances. Tu as 2 semaines de vacances, pas plus. Tu repars. Tu reviens quelques mois, des années après, ce mec, il est, je ne sais pas quoi, directeur national de port, je ne sais où. Donc, c'est une question de conviction personnelle. Je ne peux pas dire que non, tout le monde rentre. Non. Ouais. Ceux qui ont ces compétences ou ces capacités ou cette volonté même de repartir, n'ayez pas peur. Essayez, tentez l'aventure. Parce que dans tous les cas, nous avons des types de séjour ici, des résidences ici ou des passeports ici. Il faut toujours revenir. Vous pouvez revenir. Si vous estimez que ça ne va pas, que vous ne pouvez pas rester en Afrique, vous revenez. Mais je ne conseille à personne de se lever, abandonner tout le monde. Ce sont des choses qu'il faut faire étape par étape. Mais cette peur, il faut l'enlever. Amis youtubeurs, voilà, c'est très beau d'écouter parler notre ami qui demande à tous ces intellectuels, ces universitaires qui malheureusement n'ont pas atteint le cap espéré ici de rentrer. Vous avez entendu? C'est très beau chez nous. Des opportunités nous sont ouvertes. À nous de les saisir. Alors, ça a été vraiment un très grand plaisir de te revoir et de discuter. Et je suis formel que tes conseils seront plus aussi. Ce que j'ai ajouté, c'est qu'il n'y a pas que l'État qui emploie l'Afrique. Je disais tout de suite qu'il y a le privé. Vous avez par exemple en Guinée aujourd'hui le secteur minier, qui occupe beaucoup, qui emploie. Vous avez beaucoup d'institutions financières, des banques et tout. Donc il y a de l'emploi. Voilà ce que tu ça ramène mon esprit à une question que je vais poser, mais que j'avais oublié, que je vais poser avant qu'on arrive à clore l'émission. Par exemple, parlant de l'Afrique de l'Ouest, le pessimisme s'est installé ces dernières années en comparaison avec les activités terroristes qui ont lieu dans ce cadre, en tant que stratégie militaire. Qu'est-ce que tu conseilles à la diaspora? Parce que c'est l'ensemble de tout ça. Il faut aussi que les gens aient peur de rentrer. La sécurité, surtout. La sécurité, tout évoqué. Vous faites bien de parler de ce fléau, le terrorisme. Ouais. C'est le problème de ce siècle. Ça a été débattu aussi pendant le forum de Dakar sur la sécurité et la paix. Aujourd'hui, c'est pour le plus grand défi sécuritaire de l'Afrique. Le terrorisme, à part la question de l'immigration, le défi sanitaire, le réchauffement climatique et entre autres. Le terrorisme, donc c'est ce défi global auquel nous faisons face, où nous devions faire face. Donc, pas mal de pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina ont été victimes d'attentats terroristes. Donc, je dirais que ce sentiment d'insécurité que nous avons vis-à-vis de ce fléau, de ce phénomène, nous l'avons même ici. Nul n'est à l'abri d'un attentat terroriste. Nous l'avons partout. Partout. Par contre, il faudrait lutter ou faire face aux causes du terrorisme. Qu'est-ce qui pousse les gens à se radicaliser? Comment se fait-il que ces mouvements terroristes qui évoluent, donc, qui évoluaient en dehors de notre continent, sont rabattus sur l'Afrique? Principalement dans le Sahel ou la bande sahélo-sahélienne. Ouais. Pourquoi sont-ils allés? Pourquoi recrutent-ils facilement?
Non, il faut aller à la source de nos problèmes chez nous. Lutter contre le terrorisme, c'est ça. Aller à la source. Qu'est-ce qui cause? Pourquoi sommes-nous des cibles faciles à recruter? Plusieurs hypothèses ont été émises, mais nous aurons l'occasion, si le temps le permet, donc, de revenir sur la question du terrorisme en Afrique et principalement donc, en Afrique de l'Ouest. Alors, voilà, et tout a été pour le moment dit. Et alors, donc, ce fut un plaisir pour nous d'échanger vraiment avec toi. Et espérons encore nous revoir avant ton départ. Ben, je l'espère aussi. Ok. Hein? Alors, merci. Merci à toi aussi et à bientôt. Ok, alors c'est Banao Nambo depuis le jardin du musée de Winterthur pour Communication Wanji. Merci et à bientôt.